Vigne Audio présente Le Serment calabrais par Adrien Vigne, lu par Pierre-François Orsini. Chapitre 11. Je fêtais mon 51e anniversaire avec Chiara, Stella et Luca. Stella, qui ressemblait de plus en plus à sa mère, l'humour en moins durant cette période de son adolescence, avait maintenant 16 ans et se révoltait régulièrement contre nous. Nous lui avions offert un scooter pour lui permettre de compenser le fait de vivre en pleine campagne, ce qui, prétendait-elle, était un énorme handicap pour son développement affectif. Pourtant, d'après Chiara, elle ne semblait manquer ni d'amis ni de prétendants à son lycée à Gioia Tauro. Nos échanges étaient fréquemment tendus et nos projets à venir devinrent une source permanente de conflits. Luca, assidu à l'école et au calcio, ne se posait pas tant de questions. Je discernais en lui le garçon que je n'avais jamais été, travailleur et intelligent, qui poursuivrait des études pour se construire une vraie vie, comme la mama l'avait vainement attendu de moi. La mama. Elle s'était éteinte 2 ans plus tôt dans son village natal où elle était retournée vivre, dans notre maison de jeunesse. Avec le temps, elle s'était enfermée dans son passé et seule comptait pour elle les soirées passées en silence ou en bavardage sur un banc de la place face à l'église avec les autres veuves du village. Elle ne revint jamais à Gioia Tauro et ne vit plus personne, excepté nos trop rares visites. Lors de nos tête-à-tête, je ne retrouvais plus la mama combative de mes jeunes années, mais une personne absente, renfermée sur elle-même, au point que je me demandais parfois si elle avait encore toute sa raison. Elle eut bien quelques éclaircies heureuses lorsqu'elle apprit que j'allais me marier ou la naissance des enfants. Lors de leur visite à la nonna, elle leur caressait tendrement la tête avec cette étrange attitude d'être à la fois physiquement présente et mentalement dans un autre monde, le regard lointain, fixé sur je ne savais quelle image ou souvenir. Malgré notre insistance, elle refusa de quitter sa montagne pour venir habiter chez nous. 6 mois s'étaient écoulés depuis ma confrontation fatale avec Gianni. Je calculais que cela faisait maintenant 30 ans, et je ne sais combien de victimes que les Gorbani m'avaient installées à mon compte. Le temps était passé si vite et notre monde avait tellement changé. Que ce soit la maturité ou l'âge, je me sentais de moins en moins en capacité d'exercer mon activité occulte. Par ailleurs, mon entreprise tournait à plein régime et m'accaparait. J'avais maintenant 3 employés permanents, embauchés des contractuels lorsque la charge de travail le nécessitait. Je réalisais maintenant, bon an mal an, un joli chiffre d'affaires. 1 mois plus tôt, nous nous étions retrouvés avec Vitelli au comptoir d'un bar, lorsque 2 hommes l'avaient abattu alors que j'étais sorti aux toilettes. Interrogé comme témoin par les carabiniers, je réussis à les convaincre que, bien que sachant qui était Vitelli, ma présence à ses côtés était une coïncidence. En 30 ans d'activité, c'était la première fois que je figurais dans un procès-verbal de police. Les frères Gorbani remplacèrent Vitelli par un dénommé Squale, qui n'était pas sans me rappeler Tino Corbucci par son air bestial. Cela me fit l'effet d'un saut en arrière dans le temps. Je réalisais alors que j'avais fait le mien. Après la disparition de Vitelli, j'aspirais secrètement à une vie tranquille avec Chiara et les enfants, mais ne savais pas comment aborder la question avec Rocco et Paolo. Une nouvelle fois, le destin vint à mon aide. Le régisseur des Gorbani me sollicita officiellement pour venir effectuer un devis pour de futurs travaux dans leur villa. Rocco et Paolo, qui m'attendaient, requéraient mes services pour accompagner, comme garde du corps discret, leur sœur à Milan. Cette mission, usuellement dévolue à Vitelli, ne pouvait être remplie par Squale, trop voyant et nécessaire en cas de nouvelle faida à Gioia Tauro. J'acceptai, et prenant mon courage à 2 mains car malgré mes années de service, les Gorbani m'en imposaient toujours autant, je profitai de cette occasion pour évoquer que j'avais été entendu par les carabiniers et ma déclaration enregistrée dans un procès-verbal. Je craignais par ailleurs que ma couverture fût grillée auprès des commanditaires du meurtre de Vitelli. Après plus de 30 ans de service, je pensais aussi qu'il était temps que quelqu'un de plus jeune prenne la relève. Après quelques tergiversations, les 2 frères m'assurèrent qu'ils me comprenaient et mirent au point une stratégie de sortie. Je vendrais ma société à un groupe industriel auprès de qui ils me recommanderaient, et je changerais de domicile pour une région où l'on ne me connaîtrait pas. Je leur étais reconnaissant que toutes ces années de loyauté sans faille m'aient permis de tisser un lien de respect avec eux. Ils me présentèrent ensuite à Laetitia, qui m'informa que nous devions prendre l'avion pour Milan la semaine suivante et y demeurer quelques jours.
La cinquantaine passée, si l'éclat de sa jeunesse avait disparu, sa beauté s'était accrue en affirmant ses traits. Elle se montra agréable et courtoise avec moi. Je compris qu'elle connaissait mon rôle auprès de ses frères. De retour à la maison, il ne fut pas difficile de convaincre Chiara de changer de vie. Sicilienne, elle rêvait depuis longtemps de retourner vivre à Agrigente, dans le sud de la Sicile, près de sa famille. Ce fut une toute autre histoire avec Stella, qui ne voulait pas perdre ses amis et nous fit scène sur scène durant des semaines. Je reçus quelque temps plus tard une offre de reprise de mon activité par un groupe de BTP de Catanzaro souhaitant déployer son activité dans la plaine de Gioia Tauro. Chiara fit quelques allers-retours à Agrigente pour nous trouver une maison et mit la nôtre en vente. J'intervenais encore ponctuellement à la demande des Gorbani. Ce matin-là, nous avions rendez-vous à 11h chez le notaire pour signer la vente de la maison. L'esprit léger en buvant mon café, je n'avais aucun autre rendez-vous. Je contemplais par la double porte vitrée le jardin, me reprochant de m'en être jamais occupé. Mon esprit vagabondait à l'idée de notre nouvelle vie prochaine. Aussi, lorsque le téléphone sonna et que mon interlocuteur me sollicita pour une intervention urgente chez une vieille dame à Seminara, dont une canalisation fuyait, je répondis que je ne pouvais pas ce matin, mais passerai dans l'après-midi. La voix de mon interlocuteur monta d'un ton. Je reconnus squale. Chiara, qui venait de descendre, suivait ma conversation en me faisant de grands signes, m'intimant de refuser une intervention ce matin. Pris entre deux feux, bientôt trois, lorsque Luca se jeta dans mes jambes pour me demander si je n'avais pas oublié ma promesse, je répondis que je passerais sans faute avant 10h chez la veuve Patricielli, et raccrochai. « C'est quoi ce plan foireux ? Tu ne vas pas te rendre chez la veuve machin ce matin ? Au cas où tu aies oublié, nous avons rendez-vous à 11h chez le notaire. » C'est à ce moment que, pour ajouter à la confusion, Stella descendit à son tour son sac scolaire en bandoulière. Comme je ne disais rien, Chiara s'emporta. « Réponds ! Dis quelque chose !»« C'est quoi le sujet de votre dispute cette fois-ci » interrogea Stella. « Demande à ton père. La plomberie de la veuve Patricielli est plus importante pour lui que de signer la vente de la maison. »« On fait quoi alors ?»« Comment ça on fait quoi ?» rétorqua Chiara, se tournant vers Stella. « On ne vend plus la maison ? Je vais pouvoir rester avec mes copines ?» Luca, qui n'avait encore rien dit, ne put s'empêcher d'intervenir. « Moi, je veux qu'on vende la maison. Je veux une chambre à moi. Je veux plus dormir sur le palier. Toi, Laura, la ferme. »« Chiara, s'il te plaît. »« Chiara, rien du tout. Tu vas encore appliquer avec des heures de retard et toutes les excuses du monde. »« Giorgio, ne va pas tout gâcher, s'il te plaît. »« De toute façon, moi, je vais rester... »« Stella, on ne te demande pas ton avis. File, tu devrais déjà être en route. » Puis, me tournant vers Chiara d'une voix dure, « Je serai chez le notaire comme prévu. Capito ?» Stella claqua la porte. Nous entendîmes le bruit du scooter démarrer puis s'éloigner. « Charmant. Voilà une journée qui s'annonce sous les meilleurs augures. Luca, finis ton bol. Je monte me préparer. » Chiara disparut dans les escaliers. Assis à côté de moi, Luca me rappela ma promesse que je fis semblant d'avoir oubliée. Il grogna, puis ria lorsqu'il réalisa que je le menais en bateau. L'équipe de Tito disputait un match contre l'équipe de Trévise ce soir-là, au stade de Reggio. Exceptionnellement, nous sachant sur le départ, j'avais enfin accepté d'emmener Luca assister au match et rencontrer Tito que j'aimais bien et n'avais pas revu depuis 35 ans. Le crissement des pneus de la Ford d'Emilio m'annonça l'arrivée de mes employés. Heureux de cette diversion, je sortis les retrouver. Marcello et sa décapotable suivaient Emilio. Tandis que nous nous saluions, le troisième, un jeune timide du nom d'Andrea, arriva en vélo. Ce fut le moment que choisit Chiara pour sortir avec Luca et rejoindre sa voiture. Elle m'interpella. « L'un d'eux ne peut-il pas te remplacer pour réparer la fuite chez la veuve ?» Emilio, toujours serviable, se proposa. « Tu veux que j'y fasse un crochet, patron ?» J'ai dit que j'irais. « Merci, Emilio. Tu vois, mon mari, lui, il ne me comprend pas quand je lui parle. » Chiara tourna les talons, rejoignit Luca, déjà installé dans la voiture, et démarra. « Vous billez pas, boss, ça lui passera. Vous êtes sûr que vous voulez pas que j'intervienne à votre place ?» Je le rembarrai brutalement. « Tu vas pas t'y mettre, toi aussi !» Imperturbable, Emilio ralluma la cigarette qui pendait à ses lèvres et rejoignit les deux autres déjà occupés à charger une camionnette avec le matériel pour le chantier du jour. 1 minute plus tard, leur véhicule s'engagea dans l'impasse et disparut. Je me dirigeai vers l'atelier, à mon tour. Sachant que Chiara serait de retour avant moi, pour crédibiliser mon déplacement, j'enfilai mon bleu de travail et chargeai ma boîte à outils que je déposai sur la banquette du pick-up, côté passager. À mon tour, je m'engageai dans l'impasse, puis sur la provinciale, menant à Seminara. L'air était doux, le ciel dégagé. Les oliviers qui bordaient la route côté levant projetaient leurs silhouettes dans une intermittence d'ombre et de lumière douce sur le sol.
Je croisais quelques voitures. Je conduisais, vite, les vitres ouvertes, pressé de retrouver Squale pour un rendez-vous qui ne durerait que quelques minutes, le temps d'être renseigné sur ma cible. Peu avant d'arriver à Seminara, à la hauteur du viaduc, la route fait un virage en épingle à cheveux. Dans la ligne droite le précédent, le pneu avant-gauche éclata, dans un bruit sec. Le pick-up se déporta brusquement sur la gauche, râpant sur plusieurs mètres le mur de pierre qui longeait la route. Des étincelles jaillirent, m'aveuglant. Le sinistre crissement de la tôle martyrisée m'assaillit, son et lumière. Malgré mes efforts pour le redresser avant le virage, le pick-up versa dans le fossé, emportant le rail de sécurité qui ralentit sa chute, mais n'empêcha pas le véhicule de faire un tonneau et finir couché sur le côté conducteur, dans le lit sec de la rivière, 1 mètre en contrebas de la route. La boîte à outils imprudemment posée sur la banquette me tomba sur l'épaule et la tempe, m'assommant à moitié. Sonné, du sang coulant sur les yeux, une douleur m'élançant dans l'épaule droite, je tentais de retrouver mes esprits. J'étais coincé au fond du véhicule renversé, le corps prisonnier entre la portière condamnée et le volant. Je voyais le ciel par la fenêtre de la vitre passager au-dessus de moi. Serrant les dents, je me dégageai peu à peu et réussis à me relever. Il me fallait maintenant basculer la portière passager pour sortir. Plus facile à dire qu'à faire, avec un seul bras valide, mon ancienne fracture s'étant rouverte. Je tentais maladroitement de repousser la portière, mais les lois de la physique jouaient contre moi. Celle-ci, déjà lourde en temps normal, était impossible à soulever à la verticale. Après plusieurs tentatives et quelques nouvelles ecchymoses, je réussis enfin à la basculer. Alors que je tentais de m'extraire à la force de mon seul bras valide, je vis un homme apparaître de derrière une pile du viaduc et s'avancer vers moi, un antique fusil braqué dans ma direction. Tentant le tout pour le tout, je jaillis de l'habitacle, prenant appui sur l'encadrement de la portière. Alors que je hissais mon corps hors du pick-up, je ressentis une vive douleur. Mon bras me lâcha, je retombai dans l'habitacle, m'assommai contre un angle de la boîte à outils et perdis connaissance. Je ne compris que plus tard qu'à cet instant, je venais de perdre le contrôle de mon existence. Livre 2, Franco. Chapitre 12. Rome, mars 2012. Le ciel dégagé enveloppe Rome de cette lumière bleu pâle si caractéristique des premiers jours de printemps, lorsque j'arrive Piazza dell'Indipendenza. Les arbres de la place bourgeonnent. Quelques passants prennent leurs expressos sur la terrasse du kiosque, bravant l'air encore frais de ces derniers jours de mars. Je pénètre dans le bâtiment du Conseil supérieur de la magistrature et me soumets aux procédures de sécurité. L'huissier m'introduit dans le bureau du procureur général. Rien n'a changé depuis mon dernier rendez-vous ici même, 10 ans plus tôt. En vérité, si je devais parier, je dirais que rien n'a changé depuis un siècle. Les lambris, l'imposante bibliothèque et ses collections de livres de loi reliés en cuir, les hautes fenêtres aux volets intérieurs en bois et le monumental bureau, une pièce de musée datant du XIXe siècle. Du parquet s'élève un parfum de cire d'abeille qui se mêle intimement avec l'arôme sucré amer de la pipe qu'aime à fumer le procureur général. L'immobilisme est le premier mot qui me vient à l'esprit en revoyant ce lieu. À la réflexion, l'inertie serait plus exacte. Je suis tiré de mes réflexions par l'homme qui se lève et vient vers moi pour m'accueillir chaleureusement. Le rendez-vous, bien que matinal, mon interlocuteur aimant tester la motivation de ses subordonnés en leur fixant des entretiens dès 7 heures, ou accessoirement les jours fériés, s'annonce sous les meilleurs auspices. Monsieur le procureur général. Allons, Franco, pas de cérémonie entre nous. Mon hôte s'avance vers moi, toujours sobrement habillé dans son éternel costume bleu, sa cravate mauve impeccablement nouée, la seule touche de couleur. Tandis que je lui serre la main tendue, je remarque une légère calvitie et une tempe plus grise que dans mes souvenirs. Mon regard ne lui échappe pas. Le poids des ans et des responsabilités, mon bon ami. Il m'indique le canapé et s'assied dans le fauteuil qui lui fait face. Après quelques commentaires humoristiques concernant les déboires de confrères au sein du CSM, auxquels je souris poliment attendant la suite, il entre enfin dans le vif du sujet. Franco, vos résultats à Turin sont remarquables malgré vos écarts. Les groupes démantelés ont été condamnés.
Grâce à vous, nos concitoyens ont une nouvelle fois la preuve que notre justice est capable, non seulement en Sicile, mais dans tout le pays, de traquer les mafieux. Aussi, je vous ai appelé pour vous confier une nouvelle mission. L'annonce de ma promotion. Il reprend. La 'Ndrangheta est aujourd'hui l'organisation mafieuse la plus puissante du pays et nos efforts pour la combattre ont jusqu'à présent porté trop peu de résultats. Les jeunes étudiants que les capos calabrés ont envoyés s'initier au droit, à l'économie, à la finance aux États-Unis dans les années 80 sont revenus au pays et ont peu à peu transformé l'organisation de manière méthodique et efficace. À l'américaine. Chez mon interlocuteur, cette dernière référence est loin d'être la marque d'un compliment. Il poursuit. Contrairement à leurs cousins siciliens, ils font peu parler d'eux et malgré des flambées de lutte interne, savent préserver leur anonymat. Ils ont réussi à infiltrer les administrations locales et régionales à un tel point qu'ils s'attribuent une grande part des marchés publics et contrats de maintenance de la région tout en poursuivant leur trafic et extorsion dans l'économie réelle. Dans cette mafia familiale et tentaculaire, les indicateurs et repentis sont rares et généralement exécutés avant de pouvoir témoigner. Il fait une pause et hésite à continuer. Calé dans le canapé, j'attends la suite bien que je me doute du motif de son embarras. Si notre administration sait couvrir a posteriori des actions hors normes et faire le dos rond aux pressions politiques et médiatiques qui s'ensuivent, tout en simulant sa contrition, il en va autrement de l'acceptation d'idées innovantes qui pourraient exposer ces instances. Si j'ai fait mes preuves, je souhaite être dorénavant couvert par ma hiérarchie et obtenir sa reconnaissance. Nous apprécions vos préconisations appuyées par l'équipe d'enquêteurs chargée de la lutte anti-mafia à Turin. Vous vous rendez compte que cela signifie transgresser la loi si l'on applique cette approche à la lettre, sans certitude de résultat pour autant. Si nous les acceptons, lorsque cette action fera la une des journaux, et elle le fera un jour ou l'autre, les médias se déchaîneront sur nous. Cela vous fait sourire ? Ce pays a connu pire scandale. Et pour une cause juste, l'homme de la rue sait reconnaître la raison d'État et ses héros. Parce que vous vous voyez en sauveur de la nation. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Le peuple sait quand un gouvernement agit ou lorsqu'il pactise avec les forces du mal. Nous avons connu cela avec les Siciliens et le prix que cela a coûté à notre institution et à nos collègues. Certains, bien qu'à la retraite depuis des années, ont encore besoin d'être protégés. Pour se donner une contenance et reprendre l'ascendant sur notre échange, mon interlocuteur tousse avant de poursuivre. Au vu de vos résultats et pour vous donner les moyens d'accomplir votre future mission, nous acceptons votre proposition. Nous vous accordons 6 mois pour 12 mois. Soyez raisonnable, Franco. 12 mois. Autrement, cela n'a aucun sens. Accepter 6 mois consiste à me couper l'herbe sous le pied avant que j'engrange des résultats. De plus, notre action devra rester secrète le plus longtemps possible afin d'éviter les fuites. Je reconnais bien là votre ténacité. Le procureur fait mine de réfléchir, puis lance. Eh bien, va pour 12 mois, mais nous évaluerons au terme de cette période s'il y a lieu à poursuivre ou non dans cette voie, et vous me rendrez compte personnellement de vos avancées. Je ne veux pas me retrouver une nouvelle fois devant un fait accompli. Je retiens mon sourire tandis qu'il se lève, prend une enveloppe sur son bureau qu'il me tend. Voici votre nomination. Vous êtes nommé procureur adjoint, chef de la division financière et de la criminalité organisée pour la région de Calabre. Votre lettre de mission stipule votre priorité concernant la 'Ndrangheta et votre mutation à Reggio, où vous aurez tout pouvoir pour vos investigations. Piqué à vif, je réagis au quart de tour. Reggio ? En Calabre ? La Calabre. C'est la mère de la 'Ndrangheta, comme ils l'appellent. Mes préconisations sont établies, comme vous le savez, pour s'attaquer à leur réseau à Milan et dans le nord. Le nord, le sud, voilà bien des histoires. Détruisez la pieuvre dans son antre et ses tentacules mourront d'elles-mêmes, faute d'être irrigués. Le poste de procureur adjoint de Lombardie m'a été promis, pas celui de Calabre. Les situations évoluent et nos décisions avec. J'ai fait mes preuves. Je ne peux pas retourner en Calabre. Le ton du président se durcit. Ferrare, que vos succès ne vous montent pas à la tête. Nous vous donnons les moyens, inédits à ce jour dans notre République, pour lutter contre ce fléau. Alors ne ratez pas le coche. Nombreux sont les candidats qui attendent une telle nomination. Que ce soit clair, c'est la Calabre où vous retournez dans votre juridiction locale pour les 10 prochaines années. C'est un coup bas. Je visais le parquet de Milan, plus prestigieux et plus porteur pour une carrière. Quant à retourner en Calabre, il n'en est pas question. En fin stratège et connaisseur de ces dossiers,
Le procureur général enchaîne. « Je connais votre histoire familiale. C'était il y a plus de 35 ans. Vous n'avez pas de famille sur place, donc pas de pression. Vous êtes aguerri, expérimenté et savez ne pas confondre devoir et émotion. » Pas si inerte que cela, le procureur général. Il m'a bien coincé. Je pèse intérieurement le pour et le contre. Je lui demande un délai de réflexion. Non, cela irait à rebours de l'image de fonceur que je me suis donné tant de mal à construire pour grimper les échelons dans cette administration où la concurrence et les coups bas font rage. À tout prendre... Très bien. J'affronterai l'Ndrangheta sur son territoire. Le vieux renard ne me laisse pas souffler. Par où vous voulez commencer ? Le port de Gioia Tauro est un point d'importation stratégique qui dessert directement l'Allemagne, où nous savons que l'Ndrangheta se développe depuis la chute du mur. Ce port sert d'entrée à tous les trafics de contrebande, drogue, médicaments, cigarettes, jouets et j'en passe. Il est sous la coupe de familles locales, en asphyxiant cette source de revenus. Si nous réussissons à en reprendre le contrôle, nous assènerons un coût économique majeur à l'Ndrangheta. Le procureur général hoche la tête en signe d'approbation. S'il croyait que j'allais hésiter. Le silence s'installe brièvement entre nous. Je réfléchis vite. Je souhaite travailler avec l'enquêteur du Nucléus de Turin. Il est fiable et déterminé. Un appel de votre part à sa hiérarchie accélérerait sa mutation. Elle doit être provisoire afin que sa famille reste à Turin et soit protégée. Je veux qu'il choisisse lui-même son équipe parmi les carabiniers de force spéciale pour former le détachement secret qui opérera à Reggio. Pour la forteresse de Barde, il y a déjà les ressources nécessaires, mais je dois avoir toute autorité et latitude sur les détenus que nous y enfermerons. Très bien, je veillerai personnellement à ce que ces moyens soient mis à votre disposition au plus vite. Il se lève, signifiant la fin de notre entretien, et en me serrant la main, ajoute « N'oubliez pas de me tenir personnellement informé de vos progrès. » Bien, monsieur. Je sors d'un pas vif du bureau, descends sans précipitation l'escalier, traverse le hall, salue quelques connaissances en passant, sors du bâtiment et seulement une fois seul, assis dans ma voiture, je me permets le poing serré, un signe de victoire, à l'américaine. J'avais obtenu une belle promotion. Pas celle que je visais, mais à tout prendre, il y avait un nom à se faire si j'obtenais des résultats, et des perspectives de carrière à la clé. Je tempérais mon enthousiasme. Une belle promotion, certes, mais au prix de renouer avec la Calabre, et surtout, de revenir sur la promesse faite à une mourante. Je tente de me consoler en repensant à mes prédécesseurs qui se sont illustrés en Sicile. Peu sont encore en vie. Chapitre 13. J'entre sans frapper dans le bureau de l'inspecteur. Ce dernier, à la fenêtre, observe les va-et-vient sur le parvis du palais de justice de Reggio di Calabria, une liasse de documents à la main. La chaleur dans son bureau non climatisé est insupportable. Je vois des taches sous ses aisselles, malgré sa chemise à manches courtes. Sans se formaliser, il se retourne. « Bonjour, monsieur. Bon voyage ?» Sans me laisser le temps de répondre, il enchaîne. « Les banques ne sont pas coopératives. Aucun retour de Suisse ou du Luxembourg, évidemment. Même certaines de nos banques ne semblent pas pressées de répondre à nos sollicitations. Nous allons avoir besoin de mandats. » Vous avez infiltré leur cabinet comptable ? Pour Andersen Italia, Alberto est en poste à Milan et Stefania vient d'être embauchée au cabinet Moretti, ici, à Reggio. Elle doit être prudente pour ne pas attirer l'attention sur elle et gagner leur confiance. Elle est calabraise, vous lui faites confiance ? Son père a dû céder sous la menace, son commerce au racketteurs qui lui imposait déjà le pizzo depuis plusieurs années. Il s'est mis à boire, sa femme l'a quitté, il est mort de désespoir et alcoolique. Maeva avait 18 ans lorsqu'elle l'a retrouvé dans sa cagne, décédée depuis plusieurs jours, alors qu'elle venait passer le week-end avec lui. On peut difficilement faire plus motivé. Espérons qu'elle assure. Espérons surtout qu'il ne perce pas sa couverture et qu'elle survive à cette infiltration. Durant l'échange, nous nous sommes assis. L'inspecteur fouille sur son bureau et me tend des photos de containers. L'équipe de surveillance a repéré des containers suspects. Parfait. Pas vraiment. Ils ont été déplacés sans que nous puissions savoir ni où, ni quand, ni comment. Le terrain n'est pas propice à la surveillance. Pas de bâtiment proche où nous puissions nous installer sans être repérés. Je suspecte des dockers ou des agents d'entretien de nous avoir flairés. Nous faisons du surplace. 3 mois déjà et rien de concret. J'ai interrogé les 2 picciotti que nous avons mis au frais au fort. Ils n'ont rien à nous apprendre. Ce sont 2 idiots qui ont eu le malheur de prêter serment et ont tardivement réalisé leur connerie. Ils comptent sur nous aujourd'hui pour leur donner une nouvelle identité. Laissez-les mariner, on ne sait jamais. Nous sommes face à un mur, mais comme tout mur, il y a forcément des lézardes par lesquelles s'infiltrer. C'est une question de temps.
Notre temps à nous, il file, inspecteur. Nous avons identifié la famille qui maîtrise la ville et le port. Nous focalisons nos moyens sur eux. À qui avons-nous affaire ? En mon fort intérieur, je redoute d'entendre un nom. La famille Gorbani Varga. Je respire. L'inspecteur poursuit sans avoir noté mon trouble. Rocco et Paolo. Ce sont 2 frères. Rocco, l'aîné, a pris la suite de son père, tandis que son jeune frère étudiait aux USA. C'est une famille qui gère une affaire d'import-export sur plusieurs continents. Aujourd'hui, ils sont tous les 2 aux commandes de la société fondée par Feu, leur père. On peut aussi supposer qu'ils gèrent ensemble l'Andrina familiale. Ce n'est pas de l'hôtel de ville que vous tenez ces informations, je suppose. Non, la mairie est infiltrée à Gioia Tauro, comme ici, à un niveau rarement atteint. Il faudra un jour ou l'autre régler ce problème aussi. Pour les Gorbani, nous avons procédé par recoupement, en étudiant les guerres internes et les meurtres des chefs de famille des 15 dernières années dans la province. Il apparaît que les Gorbani sont systématiquement épargnés par le mauvais sort. S'ils étaient blancs comme neige, il y a longtemps qu'une famille aurait pris le contrôle de leurs opérations. C'est un signe qui ne trompe pas. Parallèlement, leur fortune n'a cessé de croître. Cependant, ils n'ont pas d'intérêt dans les sociétés de services qui interviennent au port, contrairement à d'autres familles locales. Nous épluchons tous les rapports pour tenter de trouver une faille qui nous permettrait de les attaquer. Vous avez placé des micros à leur domicile ? L'inspecteur éclate de rire. À leur domicile ? La protection de la résidence des Corleone à Staten Island dans le Parrain, c'était de la petite bière comparée au domaine des Gorbani. Ils ne laissent entrer personne d'autre que leurs gardes rapprochés. Impossible aussi de braquer des micro-canons. Leur demeure est entourée d'arbres et de fontaines qui bruissent en permanence pour empêcher les enregistrements. La propriété est gardée jour et nuit. Impossible d'y envoyer une équipe. Ils doivent bien recevoir du monde, faire des fêtes. Rien, en tout cas depuis que nous les avons mis sous surveillance. Les 2 frères n'ont pas l'air d'être le genre à faire la fête. C'est plutôt business. En revanche, ils ont une sœur, plus jeune. Lorsqu'elle sort le soir, elle est souvent accompagnée d'un type plus âgé qu'elle, un certain Vitelli, un entrepreneur de la région. J'ai le sentiment qu'il s'agit plus d'un chaperon que d'un flirt, car il s'assoit rarement à sa table, même si ces 2-là donnent l'air de très bien s'entendre. Venez, je vais vous montrer le tableau, peut-être y verrez-vous quelque chose qui nous a échappé. L'inspecteur me précède dans le couloir. Avec son passe, il déverrouille une porte et m'invite à le précéder. Voici notre nouvelle salle des opérations. Une grande salle aveugle éclairée par des néons et occupée par 5 officiers en civil plongés dans des dossiers. Des dizaines de cartons d'archives sont empilés au sol, certains ouverts. Sur un mur, une 50aine de photos est accrochée à différentes hauteurs, certaines reliées entre elles par des fils de couleur. Tout en haut trônent les photos agrandies de Rocco et Paolo Gorbani, ainsi que celles de Feu leur père, le patriarche, Tony. Chaque ligne horizontale correspond aux guerres entre familles et aux capots victimes que nous avons recensés. De la plus ancienne, en 1967, à la dernière, en 2008. Les couleurs des fils indiquent les appartenances de clans d'après nos informations. Comme vous le constatez, depuis 8 ans, les liens bleus sont prédominants. Les Gorbani ont fait le vide et règnent sans partage dans la plaine jusqu'à Reggio. Cela ne veut pas dire que toutes les familles soient sous leur coupe. Matteo, l'officier dirigeant la brigade, m'interrompt, pointant sur un mur latéral. Nous avons cet autre tableau, avec tous les chefs de famille connus encore en vie en Calabre, regroupés par province. Nous nous efforçons de déterminer ceux qui représentent aujourd'hui une menace potentielle pour les Gorbani, dans la région et sur toute la province. L'inspecteur reprend. Au sein de la crimine, il y a forcément des familles dont l'obédience échappe aux Gorbani, ne serait-ce que pour préserver les équilibres. Nous devons en identifier les membres rapidement avant leur renouvellement annuel en août. Seules les écoutes nous l'apprendront à ce stade. J'observe pensif les bureaux, la table de réunion, le photocopieur, l'imprimante, les tableaux récapitulatifs et les photos de mafieux punaisés au mur. Votre installation est spartiate, et ce n'est pas la déco qui l'arrange. Si vous parlez des portraits de ces messieurs, me répond en souriant l'inspecteur. Ici, nous avons un accès direct aux archives juridiques du palais. Cette aile est gardée en permanence par mes hommes. Nous avons aussi établi un camp de base à l'extérieur de Reggio. Aucun des hommes de l'unité n'est de la région et ils ont tous participé à des actions en Sicile, Naples ou Milan. Ils connaissent les risques. Bien, je vais profiter de mon anonymat pour tâter le terrain. L'un de vos hommes peut-il m'accompagner en voiture banalisée à Gioia Tauro ? La brigadiere Conti vous accompagnera. En couple, vous passerez pour des touristes.
La seule femme présente dans la pièce se lève, saisit son sac, son arme et m'invite à la suivre. Malicieuse, elle me glisse. C'est purement professionnel. Nous sommes bien d'accord ? Alors que je laisse la brigadière sortir la première, j'entends dans mon dos Matteo interroger l'inspecteur. « Vous voulez que j'assure leur couverture ?» Ce dernier secoue la tête. « Pas cette fois-ci. De toute façon, le proc n'aura pas d'autres occasions d'y retourner incognito. » Puis, se retournant vers le tableau, « Avez-vous recoupé tous les témoignages liés à ces meurtres ?» Retrouve Giorgio dans l'épisode suivant et abonne-toi pour ne pas rater la suite du podcast. Les romans Le Calabrais et la malédiction calabraise, la suite du serment calabrais, sont disponibles sur le site des éditions Spinel et sur mon site adrienvigne.com.